Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être en compagnie de Thibaut Mercier. Bonjour. Thibaut, bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir, merci de l'invitation. Eh bien, tout le plaisir est pour moi. J'ai donc le plaisir de te recevoir sur ma chaîne pour parler de cet essai, Athéna à la borne, sous-titré Discriminer ou disparaître. Donc, comme vous l'aurez compris, à l'énoncé de ce sous-titre, nous allons parler d'une notion polémique, houleuse même, à savoir la discrimination. Un thème éminemment brûlant, je trouve, aujourd'hui. Alors c'est un essai que vous aviez publié il y a maintenant quelques années, en 2019 je crois. C'est ça, Et en mars. En mars 2019, il s'agit d'une réédition, donc une réédition augmentée avec une nouvelle préface. Vous avez revu le texte aussi, que vous avez remanié, que vous avez un peu étoffé. Mis à jour, corriger les fautes de style. Exactement, et vous nous direz si vous trouvez que cette évolution a plutôt donné raison à votre diagnostic de départ, car quand vous avez écrit ce livre, je crois que les notions de wokisme, de cancel culture n'étaient pas encore totalement entrées dans Non, le ça commençait débat. juste à rentrer dans le débat public, et c'est vrai qu'en 5 ans, elles sont complètement intégrées maintenant, même par le commun des mortels. Ouais. Et derrière ce wokisme, cette cancel culture, se retrouve cette notion d'antidiscrimination, d'obsession de l'antidiscrimination, sur laquelle on va revenir, je pense. Tout à fait. Donc un livre éminemment actuel. Alors simplement, avant d'entrer directement dans le cœur de notre sujet, pourriez-vous peut-être vous présenter brièvement, nous dire quelques mots de votre parcours, de la nature de vos travaux, de vos intérêts intellectuels et philosophiques, pour vous présenter un peu à nos spectateurs. Tout à fait. Alors Thibaut Mercier, j'ai 39 ans, je suis avocat depuis une dizaine d'années maintenant. Moi je viens d'une famille assez dépolitisée, plutôt petit bourgeois de province, et à partir de la fac j'ai commencé à m'intéresser à la politique et à la philosophie, et notamment par le droit, vu que j'ai fait des études de droit. La philosophie du droit m'a emmené à la philosophie. Donc je m'intéresse à beaucoup de travaux comme Michel Villet par exemple, qui est un philosophe du droit, et ça m'a emmené aussi vers Carl Schmitt, que j'aime beaucoup. Ça nous fait une passion commune. Voilà, c'est très bien. J'aime bien les auteurs de la tradition, René Guénon, Julius Evola. Donc ça, c'est tous les intérêts que j'ai en termes de droit, critique des droits de l'homme aussi. Joseph de Maistre m'a toujours vraiment marqué. Et puis après, dans mes intérêts intellectuels, j'aime beaucoup la littérature, et au risque d'être un peu cliché, j'aime beaucoup Houellebecq. J'aime beaucoup Beck BD, même s'il est très critiqué. D'accord. Je trouve qu'il a une légèreté, légèreté qui manque à Houellebecq un peu, parce qu'on a envie de se tirer une balle à la fin d'un Houellebecq. Alors Beck BD, au moins on rigole tout au long du roman. Et puis récemment j'ai découvert aussi Patrice Jean, qui est un auteur français qui a publié notamment La poursuite de l'idéal, et qui est un peu dans cette verve, je dirais, et dans cette veine. D'accord, je ne connais pas du tout. Il faudra m'en parler après l'émission. Également, vous avez cofondé le cercle Droit et Liberté, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Est-ce que vous pourriez en dire quelques mots également ? Le cercle Droit et Liberté, on l'a fondé avec des amis juristes il y a 10 ans maintenant, et ça a vocation à défendre concrètement nos libertés. Parce qu'on s'est rendu compte en sortant de la fac qu'il y avait beaucoup moins d'esprit critique qu'avant dans les facultés. Il y avait une espèce de juridiquement correct qui se développait. Et notre but, c'est de démontrer que le droit qu'on nous présente comme neutre, comme universel, ne l'est pas en fait, et d'ailleurs il n'est absolument pas neutre, il est lié aux politiques. Et donc il faut démythifier cette croyance, et notre but, c'est d'aller montrer aux étudiants qu'ils peuvent penser le droit différemment, et aussi de défendre nos libertés concrètes. On le voit pendant le Covid par exemple, les avocats ont toujours aimé aller défendre les droits de l'homme pour les Ouïghours, pour les Turcs, pour tout ce que vous voulez, très loin de chez eux, mais incapables de défendre les libertés concrètes sur notre propre territoire. Pendant le Covid, les avocats étaient totalement absents du combat de défense des libertés. Avec le cercle, nous, on a essayé de porter une voix dissidente et de faire des recours juridiques pour essayer de défendre nos libertés. C'est le but du cercle Droit et Liberté depuis 10 ans maintenant. D'accord. Vous diriez que un des buts de ce cercle, c'est de former en fait une nouvelle génération de juristes, d'avocats ? Alors pas seulement, oui, mais c'est de porter la parole médiatique, politique, juridique, un peu partout, enfin, en tout cas réinvestir les lieux où se fait le droit, et notamment former aussi des jeunes juristes pour qu'ils puissent comprendre que le droit doit être au service de la cité, et pas au service d'une cité globale, universelle, qui n'existe pas finalement. Tout à fait. Et ce cercle, ça fait donc une dizaine d'années qu'il existe. 10 ans, 750 adhérents, plus de 90 événements organisés, plus de 50 publications dans la presse notamment. Félicitations alors. Merci.
Et donc vous avez écrit ce livre, que je remontre à l'écran, Athéna à la borne, en 2019. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre? Alors en 2013, il y avait une marque américaine, marque de vêtements américaine qui s'est installée sur les Champs-Élysées. Et il se trouve que les vendeurs et vendeuses étaient recrutés sur leur physique, puisqu'en fait quand on rentrait dans la boutique, les garçons étaient torse nu et les filles étaient à peu près en petite tenue, j'en rajoute un petit peu, mais très à l'américaine. Et il se trouve que le défenseur des droits à l'époque leur est tombé dessus et a diligenté une enquête pour discrimination à l'embauche, puisqu'en fait on recrutait les gens parce qu'ils étaient beaux, et évidemment on ne recrutait pas les gens parce qu'ils étaient moins beaux. Et je lisais beaucoup Philippe Murat à l'époque, qui avait beaucoup de réflexions sur la discrimination, qu'est-ce que c'est que la discrimination, et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait une espèce d'obsession, ce terme c'était devenu un nouveau totem, fallait pas discriminer, c'était pas bien, et particulièrement dans cet exemple-là, ça nous interdisait de tendre vers le beau finalement, puisqu'en fait on n'avait plus le droit de distinguer entre la beauté et la laideur. Alors je dis pas qu'il faut mettre les gens laids sur le côté de la route, mais en tout cas il y a une certaine réalité, un principe de réalité qui s'applique à nous, et c'est très bien d'avoir des gens beaux devant nous, en tout cas pour vendre des vêtements. Bientôt est-ce qu'on va obliger les créateurs de mode à nous mettre des laiderons sur les défilés? Je ne sais pas, mais vous voyez, c'était un peu la logique qui était sous-tendue par cette obsession d'antidiscrimination. Plus de hiérarchie et plus de possibilité de tendre vers quelque chose de supérieur. Et c'est pour ça que c'était le début de ma réflexion sur cet ouvrage que j'ai écrit 6 ans plus tard. Et d'ailleurs, dans la nouvelle préface que vous avez écrite pour ce livre, vous citez quelques nouveaux exemples qui ont eu depuis lors. Typiquement, voilà, à l'entre-deux tours de la dernière présidentielle, des sportifs ont signé une tribune dans le Parisien pour dire que le sport refusait toutes les discriminations. Ce qui est totalement faux, puisqu'en fait, par essence, le sport est discriminatoire, puisqu'il y a des catégories d'hommes et de femmes, il y a des catégories de poids dans les sports de combat, il y a des nationalités, et tout ça. Et si on fait sauter tout ça, en fait, il n'y a plus de sport, ou alors il n'y a que le sport des meilleurs, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sport féminin, et c'est typiquement ce qui se passe aussi un petit peu aux États-Unis, où on a permis aux hommes transgenres d'aller concourir dans les catégories féminines, et finalement, c'est les femmes qui sont les premières victimes de cette idéologie, puisque quand on a un homme qui est né homme, qui a eu de la testostérone dans le sang qui a coulé, qui lui a permis de développer des muscles et des os très épais, des muscles plus puissants, évidemment, il est bien meilleur que ces femmes, et c'est elles qui se retrouvent sur le carreau, parce qu'on a permis de faire sauter ces catégories hommes-femmes, sous couvert de lutte contre les discriminations, et en fait c'est bien pire, puisque les femmes le subissent. Exactement, il y a d'ailleurs... il commence à y avoir des contestations, des divergences entre tous ces mouvements égalitaires aujourd'hui, féministes, dits TERF, comme on dit aujourd'hui, donc contre les trans, ce genre de choses. Donc on voit des contradictions qui commencent à surgir. Exactement, l'intersectionnalité des luttes n'est pas toujours... J'y crois moyennement, personnellement. Très bien, alors, donc vous avez mis les pieds dans le plat sur cette notion de la discrimination, ou de la non-discrimination, donc qui est le thème capital de votre essai, et au fond un des thèmes les plus importants du débat public. Alors le sous-titre, je le rappelle, donc discriminer ou disparaître, vous mettez bien une alternative. Oui, alors j'ai mis un point d'interrogation, puisque en France, l'incitation à la discrimination est punie d'1 an de prison et 45 000 € d'amende possiblement si on incite à la discrimination. Donc cette petite pirouette rhétorique me permet de rester dans les clous de la loi. Eh bien, nous resterons donc dans cet état d'esprit, dans cet entretien également. Mais alors, je propose de partir de la définition de la discrimination pour commencer, car comme nous le disait Cicéron, toute réflexion philosophique doit commencer par définir les termes pour ne pas s'enfuir dans l'abstraction pure. Alors, que faut-il entendre par discrimination, justement? Discrimination, ça vient du terme latin discriminatio, qui veut dire séparation. Et maintenant, dans le langage courant, quand on ouvre un dictionnaire, discriminer, ça veut dire distinguer, séparer une chose d'une autre. Finalement, discriminer, on le fait tous les jours. Là, vous m'avez discriminé positivement pour que je vienne aujourd'hui parler devant cette caméra, et il y a un autre invité qui a été discriminé négativement. Le fait que je dise blanc plutôt que noir, que je dise oui plutôt que non, je discrimine un mot d'un autre, et je distingue. Et c'est peut-être la source de toute pensée rationnelle, finalement, c'est de faire des distinctions pour arriver à exprimer une pensée construite. Donc finalement, ce mot, c'est pour ça que c'est important de le rappeler, parce que maintenant c'est devenu un peu un mot totémique, c'est un repoussoir, on parle de discrimination, c'est forcément mal.
Mais le mot à l'origine n'est pas quelque chose de mal. Mais désormais, discrimination, c'est vu comme une différenciation criminelle dans l'imaginaire collectif en tout cas. Oui. Vous discriminez, vous faites une différenciation qui n'a pas lieu d'être, c'est criminel, ça doit être puni par la loi. Et on reproche une idée de choix arbitraire qui serait sous-jacent aussi derrière ça. Voilà, c'est en fait, on tourne vers ce que c'est que l'antidiscrimination, c'est-à-dire que nous n'avons pas le droit de refuser des droits à certaines personnes sous certaines conditions définies par la loi, par exemple la religion, l'ethnie, la nation, la race, voilà. J'ai pas le droit de vous refuser un droit parce que arbitrairement j'ai décidé que vous n'y aviez pas le droit, que vous n'y aviez pas le droit. Qu'à le dire. Et quelle est l'origine en fait de cette pensée de l'antidiscrimination? Est-ce que vous savez quand est-ce que cela apparaît concrètement dans le débat public? Quand est-ce qu'on commence vraiment à ériger la lutte contre la discrimination comme une priorité absolue? C'est arrivé, selon moi, dans les années 60, notamment une convention internationale de lutte contre le racisme qui interdisait les discriminations raciales et qui nous a mené ensuite vers la loi Pleven de 1972, que j'analyse pas mal dans cet ouvrage. Cette loi Pleven de 72 qui a été votée à l'unanimité des deux chambres du Parlement et qui vient interdire en France les discriminations fondées sur 4 critères, la race, l'ethnie, la religion et la nation. Ça, ceci étant dit, j'aimerais bien revenir sur ce que c'est que la discrimination dans la loi, l'interdiction de la discrimination dans la loi, parce que c'est important. Discriminer, je l'ai dit, on le fait tout le temps, tous les jours, tout le temps, on distingue, donc c'est quelque chose de naturel. Ce qui est interdit vraiment dans la loi, c'est ça qu'il faut quand même comprendre, c'est en fait refuser une embauche, un service ou la vente d'un bien à une personne sur un critère qui est interdit. Donc, par exemple, je vous vends... j'ai un local à vous louer, je n'ai pas le droit de vous le refuser parce que vous êtes noir, ou parce que vous êtes anglais, ou parce que vous êtes homosexuel, ou voilà, c'est ça. Donc c'est refuser un droit à une personne pour un critère interdit défini par la loi. Les 4 premiers critères qui ont été mis dans la loi en 72, c'était, je l'ai déjà dit, ethnie, religion, race et nation. La nation, c'est le plus grave selon moi, c'est-à-dire qu'on est venu dire à un État, et on est venu dire aux citoyens de cet État, qu'ils n'avaient plus le droit de privilégier les leurs. Donc, finalement, vous n'avez plus le droit de dire « je réserve mon emploi à un Français, je réserve mon appartement à un Français », parce qu'on a décidé en fait que la nation n'avait plus de valeur. Et finalement, on est en train de faire tomber l'idée même de nation par cette interdiction de la discrimination fondée sur la nationalité, puisqu'on est en train de dire un Français ne vaut pas mieux finalement qu'un Anglais, qu'un Sénégalais, qu'un Chinois, qu'un Japonais, ce que vous voulez. Donc on nous met tous sur le même pied d'égalité, au détriment des nôtres en fait, puisqu'on nous dit les autres, avec un grand A, sont aussi importants que les nôtres. Oui. Et c'est là où on commence à une espèce d'égalité un peu délétère, puisqu'elle fait sauter l'idée même de peuple, de culture, de civilisation même. Oui, parce que c'est la notion même de nation qui est mise en péril, comme vous le dites, mais c'est la notion de citoyen également. Parce que le citoyen, la notion de citoyen n'a de sens que s'il y a des non-citoyens. Exactement. Donc le citoyen a des droits particuliers du fait qu'il appartient à cette nation. Donc si on ne peut plus discriminer selon la nation, eh bien, comme vous dites, oui, c'est la nation, la citoyenneté n'a plus aucun sens. Et d'ailleurs, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on a tendance à oublier que nos droits sont aussi corrélés à notre citoyenneté, donc à notre nationalité. Et ce n'est pas une chose de mauvaise selon moi qu'un citoyen ait plus de droits qu'un étranger sur son propre territoire, qui est son territoire historique, la terre de ses pères. En soi, ça devrait être l'évidence pour tout le monde. Donc ce serait intéressant de voir d'où vient cette déformation du droit, en fait, qui repose sur une déformation philosophique et intellectuelle à l'origine. Et dans votre livre, vous soutenez cette idée que la non-discrimination, le principe de non-discrimination repose sur l'égalité, l'idée d'égalité, valeur révolutionnaire par excellence, comme vous dites, et vous estimez que, on va dire aux environs de la Révolution française, 1789, pour faire très simple pour les spectateurs, on passe du droit fondé sur l'équité à un droit fondé sur l'égalité, en tout cas tendanciellement. Est-ce que vous pourriez revenir sur la distinction à faire entre ces deux notions? Traditionnellement, chez les Grecs et les Romains,
on n'avait pas forcément une égalité arithmétique, donc un individu égale un autre individu. On considérait que certains individus, de par les services qu'ils pouvaient rendre à la cité par exemple, avaient plus de droits que les autres. Ça pouvait être les fonctionnaires au service de l'État, ça pouvait être le prince, ça pouvait être une certaine aristocratie. Donc on considérait qu'il y avait une égalité du mérite. Plus vous étiez méritant, plus vous aviez de droits. Et d'ailleurs, ces droits, ils n'étaient pas seulement corrélés, ils étaient corrélés aussi sur votre appartenance. Vous étiez citoyen d'une cité, vous aviez plus de droits que ce qu'on appelait le métèque à l'époque. Donc on faisait des différences concrètes et qui étaient au service du bien. Puisque vous rendiez plus de services à la cité, vous aviez plus de droits. À partir de 1789, mais c'est venu un peu avant, on considère que l'individu a des droits, quoi qu'il en soit, qu'il est l'égal des autres, et que finalement, en plus du fait qu'il soit l'égal des autres, on doit faire sauter tous ces déterminismes, ça c'est très rousseauiste, donc on enlève toute sa culture, sa famille, sa corporation, et il se retrouve un peu tout seul maintenant à l'égal des autres. Et on ne peut plus faire de distinction selon le mérite de chacun, et c'est aussi pour ça qu'on a fait sauter les privilèges, ce qu'on a appelé les privilèges en 1789, alors qu'ils étaient peut-être arrivés au bout d'une certaine logique qui devenait plus effective en France, mais en attendant, ces privilèges, ils ont existé aussi parce que il y avait le droit du sang, par exemple, qui était payé par les nobles, qui allaient se battre pendant que les autres n'allaient pas se battre. Donc il y avait quand même une logique sous-jacente à ce qu'on appelle des privilèges et qui, en fait, qui venaient rétribuer un mérite supplémentaire. Et on a fait sauter cette idée à partir de 1789, selon moi. Oui. Et dans votre essai, vous venez de citer cette notion donc d'égalité arithmétique. Vous vous référez également aux Grecs. Les Grecs faisaient une distinction entre l'isonomie, c'est-à-dire la norme égale pour chacun, et j'ai oublié l'eunomie, la bonne norme. Ouais. C'est-à-dire égalité arithmétique ou géométrique. C'est-à-dire, comme disait Nietzsche, aux égaux l'égalité, aux inégaux l'inégalité. Aristote le disait aussi, exactement la même chose. Il faut traiter les égaux d'une manière égale et les inégaux de manière inégale. Ça, on a tendance à oublier maintenant. Tous les hommes sont égaux. Ils sont égaux en dignité, ils sont égaux en capacité, il faut qu'ils soient égaux en conditions aussi. On arrive à un niveau où tout le monde doit avoir les mêmes droits, mais aussi que, arrivé au terme de l'exercice de ces droits, ils soient égaux dans les conditions. Donc tous très intelligents, tous très riches. Et en fait ça ne fonctionne pas puisque égalité de départ et égalité à l'arrivée. Voilà, et en plus déjà est-ce qu'on a vraiment envie d'une égalité à l'arrivée? Je pense que l'idée de hiérarchie est très bonne parce que ça nous permet de nous élever et d'aller vers plus, vers le meilleur de ce qu'on peut donner. Alors que si on arrive à une société égalitariste, la société dans laquelle nous sommes, pourquoi se démener un peu plus que les autres pour travailler plus, pour être meilleur intellectuellement, pour faire plus de choses, si finalement on se retrouve avec les mêmes droits, les mêmes que celui qui n'a rien fait derrière. Tout à fait. Et cette idée même d'égalité ou d'inégalité, je pense que c'est important quand même de le souligner pour les auditeurs, pour les spectateurs. C'est-à-dire que quand on critique l'égalitarisme, c'est vraiment cette idée que l'égalité doit régner absolument partout, dans tous les domaines de la société, politiques, professionnels, familiaux également. C'est pas pour autant que l'égalité en tant que telle n'a jamais de sens. En fait, c'est plutôt qu'on conçoit la société comme un ordre hiérarchisé, dans laquelle l'égalité peut exister, bien sûr, dans un certain ordre en fait. Comme chez les Spartiates par exemple, on disait les homoioi, c'est-à-dire les égaux dans un certain ordre, ou les pairs anglais par exemple, c'est une égalité entre des gens d'une certaine classe ou d'un certain ordre. Et d'ailleurs, c'est aussi un peu l'idée démocratique ou de subsidiarité. Si on a de la démocratie dans une commune, par exemple, c'est assez logique que chaque citoyen de cette commune, chaque habitant, puisse avoir un droit de vote. Voilà, là, c'est des choses qui fonctionnent très bien. C'est pas pour ça, donc dans certains aspects de notre vie, c'est très bien, mais après, il faut savoir tempérer ces principes et avoir un peu plus de mesure. Exactement. Alors, vous en avez un peu parlé, c'est l'introduction donc de ce principe de non-discrimination dans la loi, en tout cas en France, c'est la loi Pleven de 1972. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, et surtout comment est-ce que la législation a évolué depuis? Alors, cette loi elle est très intéressante parce que non seulement elle est venue interdire la discrimination,
Et en plus, elle est venue interdire l'incitation à la haine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que l'incitation à la haine? En plus, la haine, c'est un sentiment, c'est quelque chose d'intangible, matériellement insaisissable. C'est aussi la loi Pleven. C'est aussi la loi Pleven, c'est pour ça qu'il faut toujours citer les deux aspects de la pièce Pleven. Et elle est venue donner un certain pouvoir au juge de mettre la main sur vos sentiments, donc de juger du péché plutôt que du crime. Puisque maintenant on incite à la haine et ceci est interdit. Et à chaque fois qu'il y a un polémiste qui passe devant la 17e chambre du tribunal, c'est parce qu'il a incité à la haine. Et poser les mots sur des choses qui fâchent, c'est de la haine. Il y a des haines qui sont acceptables, d'autres qui ne sont pas acceptables. La plupart du temps, elles sont... Et donc là, on dit au juge, ben voilà, vous pouvez juger de la haine d'une personne, donc on a un État qui vient juger de vos sentiments, donc ça c'est le début du totalitarisme selon moi, puisque c'est votre fort intérieur qui compte. Donc ça c'est l'incitation à la haine. L'autre souci sur la discrimination, c'est que maintenant, c'est un peu technique, mais c'est très important de le comprendre, avant vous faisiez quelque chose, ce qui comptait c'était l'acte que vous faisiez. Donc par exemple, je vous vends quelque chose ou je refuse de le vendre. Je vous mets en location mon bien ou je refuse de vous le mettre en location. C'était pas interdit ça, on a le droit de refuser de louer quelque chose, on a le droit de refuser de vendre quelque chose, on a le droit de le vendre et de ne pas le vendre. Ce qui est devenu interdit maintenant, c'est plus l'acte en lui-même, c'est l'intention vraie ou supposée de son auteur. Donc vous devez être un peu en état de grâce devant cette nouvelle religion qu'on pourrait appeler la religion diversitaire. C'est-à-dire que je vous embauche ou je refuse une embauche parce qu'en fait vous n'êtes pas bon, j'ai le droit, je vous refuse une embauche parce que peut-être au fond de moi j'étais raciste, là je n'ai pas le droit de le faire. Et donc, c'est le début du droit pénal qui vient s'occuper de nos sentiments et pas de nos actes. Et ça, c'est quelque chose d'assez important à juger. C'est une régression, selon moi. C'est une régression parce que, d'ailleurs, depuis Abélard au Moyen-Âge, il nous a fait une distinction forte entre le péché et le crime. Le péché est puni devant Dieu, le crime est puni par le juge. Et en plus, le crime, c'est quelque chose de tangible, qu'on peut voir. Il y a des conséquences matérielles de la chose, alors que péché, vous avez péché devant Dieu, devant la religion diversitaire. En tout cas, on ne peut pas savoir vraiment si au fond de votre cœur, vous avez vraiment péché. Ça, c'est un point très important qu'il faut noter sur cette loi de 1972. Vous me parliez des évolutions depuis. 1972, 4 critères d'interdiction de discrimination. Depuis 2019, je crois, un peu avant, 25 critères. Par exemple, l'identité de genre. Maintenant, on parle de prétendue race. D'incapacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. Je ne sais pas trop bien ce que ça veut dire, c'est un peu... Concrètement, ça voudrait dire qu'un employeur n'a pas le droit de refuser quelqu'un parce qu'il ne maîtriserait pas la langue. Voilà, exactement. Donc finalement, alors dans les faits, évidemment, ça ne marche pas, parce qu'évidemment, on a besoin de quelqu'un qui parle français, ne serait-ce que pour comprendre les instructions qu'on va lui donner, ou pour le fait qu'il puisse aller parler à des clients ou des partenaires commerciaux. Et puis récemment, il y a une semaine de ça, à peine, il y a eu une loi pour venir, une proposition de loi adoptée en première lecture, donc ça doit encore passer devant le Sénat, mais maintenant c'est pour lutter contre la discrimination capillaire. Donc on est venu préciser que maintenant on n'avait pas le droit de discriminer sur l'apparence physique, donc c'était déjà prévu dans la loi finalement, et maintenant il va y avoir certainement prévu la discrimination physique, notamment capillaire. Donc ça c'est peut-être les cheveux bleus, les chauves, les dreads, les blondes, parce qu'on s'est rendu compte, le projet de loi, la proposition de loi dans son exposé des motifs nous disent que les blondes sont obligées de se teindre en brune, parce que sinon elles passent pour des bécasses dans le milieu professionnel. Il y a une sociologue qui est citée aussi, martiniquaise, qui nous dit que le fait de défriser les cheveux, on lui fait perdre sa liberté, on l'assassine. Donc c'est presque un génocide capillaire qui est perpétré sur notre sol. Et voyez où on en est. Nous ne sommes pas conscients de cela. Nous ne sommes pas conscients de cela, et c'est pour ça qu'on doit expier. Et c'est quand même, la discrimination, il faut le rappeler, c'est quand même puni de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende si vous êtes pris la main dans le sac par le juge. Donc c'est assez dangereux. Et un point qui est quand même important sur lequel il faut revenir, c'est qu'on peut se dire c'est pas bien lutter, c'est pas bien les discriminations. Et c'est vrai, pourquoi on refuserait un emploi à une personne parce qu'elle est de couleur ou parce qu'elle a des dreads ou... mais déjà dans les faits, bon, tout le monde discrimine, et puis si on a envie de vous discriminer sur ces critères, en fait on va juste pas vous le dire. Et vous allez dans n'importe quel restaurant communautaire, il n'y a que des gens de la même communauté qui sont embauchés, et ça ne choque personne. Donc dans les faits déjà elle n'est pas vraiment applicable cette loi. Et en plus, elle a des effets totalement pervers, des dommages collatéraux importants, c'est qu'elle incite chacun maintenant à se regrouper derrière une catégorie
particulières, donc la religion, la race, le sexe, l'orientation sexuelle. Et finalement, plutôt que de nous rapprocher et d'empêcher une ségrégation de fait dans notre société, en fait, elle incite cette ségrégation puisqu'elle incite à nous diviser. Et donc, il n'y a plus la communauté nationale qui nous englobe et qui fait qu'on est des citoyens avant tout, des citoyens multiples avec des identités qui sont quand même diverses, c'est-à-dire que moi je suis français, je suis blanc, je suis de culture chrétienne, et donc c'est quelque chose de très complexe. Et maintenant on se retrouve avec des citoyens qui se disent avant tout je suis homosexuel, donc c'est une identité à une facette qui est pas très intéressante et qui ne forme pas normalement ce que c'est qu'un homme avec un grand H. Oui, c'est assez juste, et puis cela entretient un climat de suspicion généralisée. Vous l'avez dit, un employeur ne dira pas explicitement qu'il n'a pas embauché telle personne pour ces critères arbitraires absolument scandaleux, mais quand bien même il serait parfaitement honnête dans son choix, on pourrait toujours suspecter qu'en fait il l'a fait pour des raisons racistes, des raisons grossophobes ou... Tout à fait, et si on va devant le juge et qu'on se rend compte que ce pauvre employeur avait un ouvrage, par exemple, discriminer ou disparaître sur son bureau, on pourrait se dire... le juge va pouvoir se dire « Ah oui, il y a une présomption quand même, s'il lit ce genre de bouquin, c'est certainement qu'en son fort intérieur, il doit être un peu mal pensant, et donc la nouvelle religion diversitaire nous interdit de penser comme ça, donc on va le condamner pénalement. » Je trouve cette idée de régression assez intéressante, car effectivement, donc vous avez rappelé cette distinction que faisait Abélard entre le crime et le péché, et d'une certaine manière, c'est aussi reconduire le droit à la morale, tout simplement, alors que ce sont des domaines qui sont assez distincts. La morale... concerne le bien et le mal, le droit est à la frontière peut-être de cela, mais ce n'est pas exactement la même chose, c'est plutôt le juste ou l'injuste, donc plutôt rendre à chacun ce qui est son dû, comme dirait la morale romaine. Exactement, et puis ce qu'il faut noter sur cette imprégnation du droit par la morale, c'est la sanction qui est différente. La sanction morale, c'est vous êtes puni devant Dieu par exemple, donc voilà, vous faites pénitence, ou vous êtes puni par l'opprobre. Et pas l'eau propre, comme a pu nous dire une députée récemment. Donc vous êtes mal vu par votre communauté, et donc il n'y a pas de sanction pénale, il n'y a pas d'amende, il n'y a pas de prison. Et maintenant, le fait de mettre la morale dans le droit, c'est-à-dire que si vous pensez mal, vous allez pouvoir être condamné par les tribunaux, et ça c'est quand même une nouveauté. Finir avec une amende assez importante de plusieurs milliers d'euros, ou dizaines de milliers d'euros, ou des peines de prison, c'est autre chose qu'être mal vu au sein de votre village, par exemple. Bien sûr. À droite, il y a un thème qui revient fréquemment depuis plusieurs années, c'est le thème du pouvoir des juges, du gouvernement des juges. Ce que vous dites va un peu dans ce sens aussi, c'est-à-dire que ces lois contre la discrimination, d'une certaine manière, ont donné le pouvoir aux juges, car c'est le juge qui devient l'ultime garant de la sentence morale. Exactement, ça c'est une problématique qui se retrouve dans d'autres lois que celle-ci, mais c'est vrai que c'est assez typique. À partir du moment où on rédige un texte pénal qui doit être normalement interprété strictement. Ça, c'est les jeunes juristes qui l'apprennent à la faculté. On doit interpréter strictement ces termes. Le problème, c'est qu'on utilise des mots un peu flous et qui laissent une grande marge d'arbitraire au juge. C'est-à-dire que le mot, par exemple la haine, qu'est-ce que c'est que la haine? Comment on l'interprète? Est-ce que le juge a les bons outils pour savoir ce que c'est que la haine? À partir du moment où le juge peut aller tordre le sens des mots, parce qu'en fait ces mots sont mal définis, ou alors aller sonder vos cœurs et vos reins, on lui donne un pouvoir qu'il n'est pas censé avoir. Montesquieu nous disait que le juge devait être la bouche de la loi, c'est-à-dire prendre le texte et le recracher, en fait, finalement, et le faire appliquer. Mais maintenant, il a un pouvoir individuel d'interprétation de ce texte, et c'est ce qui nous mène à un certain gouvernement des juges. Le gouvernement des juges, en fait, si on voulait le définir simplement, c'est l'arbitraire qui revient par le droit. Exactement. Alors que le droit est censé justement en finir avec l'arbitraire, c'est-à-dire la loi vaut pour tous, et maintenant il revient par la fenêtre. Exactement. Aussi quelque chose qui m'a amusé dans ce texte, dans votre livre, parce que c'est assez bien vu, c'est quand même les effets pervers, inévitables de toutes ces idéologies progressistes, révolutionnaires. La révolution dévore ses enfants, comme on dit généralement, ou selon l'adage pascalien qui fait l'ange fait la bête. Ces mesures contre la discrimination sont fondées sur l'égalitarisme, sur ce principe d'égalité à tout va. Et en fait, concrètement, c'est-à-dire dans le droit, l'égalité est promue comme une valeur intangible, mais concrètement, c'est l'inégalité qui règne. Car, comme vous l'expliquez dans le livre, un homosexuel pourra avoir recours, par exemple,
au juge pour combattre des soi-disant discriminations à son encontre, mais un hétérosexuel n'aura pas ce même privilège. Donc finalement, on est venu donner des privilèges aux discriminés, à cette nouvelle victime moderne qui est le discriminé. Et finalement, on n'est pas du tout dans une république laïque, d'ailleurs, puisqu'en fait, les religions et les religieux ont un certain pouvoir d'être défendus par la République, puisque la discrimination fondée sur la religion est interdite, et l'incitation à la haine fondée sur la religion est interdite aussi, par exemple. Donc finalement, on se retrouve dans des situations où le tout un chacun qui ne rentre dans aucune de ces catégories n'est pas protégé par la loi, mais toutes ces personnes qui elles peuvent rentrer dans une ou l'autre de ces catégories est protégée par la loi. Et ça nous mène à une espèce de guerre de tous contre tous, où chacun d'ailleurs essaie de tirer la couverture étatique ou la couverture juridique sur lui pour être protégé, et réclamer finalement de nouveaux privilèges. Alors ça c'est un des premiers points, et puis en plus il y a aussi un deux poids deux mesures important dans l'application de ces lois, qu'on nous dit qu'on n'a pas le droit de discriminer sur la couleur de peau, sur l'orientation sexuelle, et sur le sexe par exemple, mais dans les faits, toutes les grandes sociétés françaises et étrangères, occidentales en tout cas, mettent en place des politiques, ce qu'on appelle de diversité et d'inclusion, qui font qu'on doit privilégier, c'est pas forcément écrit noir sur blanc, mais privilégier la place des femmes dans l'entreprise, la place des homosexuels, la place des handicapés. Alors pourquoi pas, très bien, que chacun puisse travailler correctement, mais dans les faits, on se retrouve en fait à discriminer positivement ces gens-là au détriment de personnes qui n'ont rien demandé, puisque est-ce que c'est très juste qu'un jeune homme qui rentre sur le marché du travail, qui est parfaitement compétent, ne puisse pas trouver d'emploi parce qu'on a décidé qu'il fallait recruter à sa place ici une femme, là un homosexuel ou encore un peu plus loin un musulman. Donc là, vous voyez, en plus en refusant le racisme, en refusant le sexisme, ou la transphobie, ou tout ce que vous voulez, finalement ces lois le sont, puisqu'elles viennent vous catégoriser en fonction de votre race, en fonction de votre sexe, votre orientation sexuelle, et tout ça, ça fonctionne pas, c'est complètement, en plus c'est un peu à l'opposé de notre tradition philosophique, je pense. Oui, tout cela a beau être socialement construit, comme ils le disent, il n'en demeure pas moins que il y a comme ça des structures qui perdurent dans la société et qui sont encore plus fortes une fois qu'on veut les nier. Exactement. Allons maintenant encore un peu plus loin dans la réflexion philosophique. Vous avez parlé de toutes ces mesures juridiques, enfin, concrètement comment est-ce que tous ces principes de non-discrimination s'agencent. Voyons maintenant un peu plus le fond intellectuel de cette affaire. Donc on a déjà parlé de ce principe d'égalité qui est au fond de tout ça. Autre chose qui m'a beaucoup frappé dans votre livre, cette autre valeur sous-jacente, cet autre principe sous-jacent, c'est l'individualisme. C'est l'individualisme qui motive toutes ces revendications contre la discrimination. Comment est-ce que vous établissez ce lien ? Entre égalité et individualisme ? Égalitarisme, individualisme et cette revendication surtout à la non-discrimination. À partir de 1789, pour faire très simple, les idées des Lumières, on est venu à nous dire que l'individu avait une existence par lui-même, et finalement que l'individu précédait la société. Ouais. Donc l'homme naît à l'état de nature, et c'est la société qui le corrompt, ce que nous dit Rousseau, et ensuite il doit se défaire de tous ces déterminismes qu'on lui a imposés à sa naissance, la famille, la corporation, la culture. Finalement tous ces déterminismes sont des barrières qu'il faut briser pour que l'homme soit enfin libre et puisse aller signer son contrat social. Alors qu'avant, chez Aristote, l'homme est un animal politique, et ça veut bien dire qu'en fait, c'est un animal social, et qu'il naît dans une culture, et c'est cette culture qui le mène à l'humanité. Charles Maurras, interdiction de le citer, mais je vais le citer quand même, nous prend l'image du petit poussin, qui sort de son œuf, et qui finalement, tout seul, ne peut pas s'en sortir, il a besoin de ses parents pour grandir. C'est exactement ça avec l'humain, avec un grand H, c'est que s'il n'a pas ses parents, mais plus que ça, sa culture, sa famille, sa nation, pour le faire grandir, il n'accédera jamais à l'humanité. C'est l'inégalité protectrice, disait Maurras. Voilà, ça je ne l'avais plus, mais c'est à peu près ça, exactement, l'inégalité protectrice. Et on est sorti donc à partir des idées des Lumières de cette image de la culture qui précède l'homme.
Et donc l'homme existe en lui-même finalement, il n'a pas besoin de cette culture, de cette nation, de cette famille, ce que vous voulez, de cette corporation. Et il existe par lui-même. Et du fait qu'il existe par lui-même, c'est finalement sa volonté qui prévaut. Puisqu'avant, il y a un ordre implacable qui s'appliquait à lui. Chez les Grecs, voilà, il y avait le cosmos, chez les chrétiens, c'était Dieu. Voilà, on est avec, pas n apostrophe est, hein, du verbe naître, on est dans une culture qui s'impose à nous, et on doit faire le meilleur de nous-mêmes pour arriver à s'en sortir là-dedans. Cette structure, elle nous apportait aussi une certaine stabilité. Désormais, on a fait sauter cette stabilité, et l'homme décide de lui-même ce qu'il peut faire. Ça lui offre une myriade de choix, et notamment le choix de décider de sa propre destinée, et plus seulement de sa propre destinée, c'est aussi de ce qu'est le droit et de ce qui l'entoure. Donc là, on pourra y revenir sur ce primat de la volonté qui fait droit maintenant. Restons encore un moment sur cette notion d'individualisme philosophique, donc cette idée que l'individu préexiste à la société, parce que plus que l'individu, ce sont ses droits, en fait, ses droits eux-mêmes qui préexistent à la société. C'est l'idée que l'homme, du simple fait qu'il est homme, possède des droits inaliénables. C'est un peu toute la pensée, les dérives qu'on peut retirer de cette pensée des droits de l'homme, d'une certaine manière, des droits universels qui existent indépendamment de la société. Ce qui est totalement une utopie, puisque de toute façon, des droits n'existent que parce qu'on peut les faire appliquer. Et si on n'a pas cette société pour faire appliquer ces droits ne valent rien. On peut les déclarer, on peut les proclamer, mais on a besoin de structures, d'institutions qui sont ancrées dans une réalité territoriale, historique, géographique, et qui fait que ces droits pourront être appliqués. Et en plus, maintenant, on est passé à encore un niveau supérieur, c'est que, bon, déjà, on pense que l'homme a des droits par principe, et en plus, maintenant, l'homme peut décider lui-même de quels sont ses droits, par sa propre volonté. Et là, on a poussé cette idée d'individualisme, et cette notion subjective aussi. Maintenant, c'est des droits subjectifs qui appartiennent à l'individu, et l'individu décide de ses droits. Typiquement, j'ai le droit de changer de sexe. Et j'ai le droit de changer de sexe contre la société. Si la société le refuse, moi, j'ai quand même le droit de le faire. Et vous devez vous plier à ma volonté individuelle. Donc on a renversé totalement. Alors peut-être qu'il y avait eu des dérives du collectif qui venaient oppresser l'individu, mais maintenant c'est l'inverse. C'est presque l'individu qui vient oppresser la collectivité et qui peut lui opposer sa nouvelle réalité, ses nouveaux droits, qui doivent être opposables à la société. Ouais, comme si on opposait la justice à la société, à un principe de justice subjectif ou transcendant, peu importe. Totalement. On a oublié d'ailleurs la justice, c'est quand même fait pour servir normalement le bien commun. Et maintenant, en fait, on est dans une logique complètement individualiste de la justice. Ce qui compte dans la justice, c'est de servir les droits de l'individu et les droits de l'homme. Vous aviez cité Maurras, et cela m'évoque encore d'autres de ses citations, et il avait dit quelque chose que je trouve très juste. Il disait « Il existe des sociétés injustes, mais il n'existe pas de justice sans société ». Donc en fait, c'est complètement absurde d'opposer la justice à la société, car si on veut réaliser la justice, cela ne peut se faire que dans le cadre du corps social, en fait. Et mais alors, une autre question me vient en parlant de cela, c'est si on voit que les deux piliers ou les deux mamelles de cette idée antidiscriminante contre la discrimination sont l'égalité et l'individualisme, on voit quand même que une certaine droite libérale ou une gauche égalitaire se rejoignent et vont dans le même sens, en fait, dans toutes ces évolutions sociétales, d'une certaine manière. C'est-à-dire que l'une favorise une forme d'individualisme philosophique, à travers le libéralisme, l'homo economicus et tout ce qu'on a pu dire sur ce thème, et l'autre par les revendications à l'égalité. Donc en fait, loin de s'opposer, les deux font avancer la société vers sa propre dissolution. C'est ce que nous a dit Michéa dans son Empire du moindre mal, où il nous montre que finalement la droite libérale et la gauche sont les deux faces d'une même pièce libérale, et qui finalement c'est le libéralisme sociétal qui rejoint le libéralisme économique, où on ne voit que l'individu comme entité politique existante, et cet individualisme, cet individu qui fait la politique. Et donc c'est exactement, oui, vous avez raison, c'est pour ça que la droite libérale s'entend très bien avec cette gauche sociétale. Et en plus, c'est qu'on réduit l'homme à l'homo economicus, vous l'avez dit, c'est que maintenant, de toute façon, qu'est-ce qui compte dans la société? C'est le fait que l'homme puisse produire ou consommer.
On oublie complètement qu'un homme c'est plus qu'un simple consommateur ou qu'un outil de production. On oublie qu'il a une religion, qu'il a une spiritualité, qu'il a une famille, qu'il a des choses qui méritent d'être protégées. Mais comme maintenant on l'a réduit à sa propre, à une substance vraiment très, très faible, avec un squelette totalement économique, qu'est-ce que vaut un Français finalement par rapport à un Sénégalais, puisque les deux sont des forces de travail. Et donc, comme on a besoin d'avoir plus de points de croissance et de lutter contre le vieillissement de la population, bah pourquoi ne pas faire venir un Sénégalais en France, puisque de toute façon c'est l'égalité du Français, c'est l'égal du Français, il pourra travailler de la même manière. Et c'est un peu, ça sous-tend un peu la logique immigrationniste actuelle, finalement tous les hommes sont égaux, donc puisque les hommes, les Français, ne sont pas différents des autres, pourquoi ne pas faire venir des autres sur notre propre territoire pour continuer à faire tourner le pays? Logique utilitariste, managériale d'un chef d'État qui ne pense plus à autre chose que voilà, l'économie. La logique McDonald's aussi, venez comme vous êtes. Au fond, une entreprise comme McDonald's se fiche qu'il y ait des Bretons, des Sénégalais ou des Chinois qui entrent dans le magasin tant qu'ils consomment. Exactement, d'où l'intérêt aussi d'un certain capitalisme, c'est sûrement un peu inconscient, c'est pas un grand complot, mais d'avoir une uniformisation de la population, puisque des gens qui sont tous les mêmes vont consommer tous les mêmes choses. Évidemment, c'est très pratique pour vendre à plus de clients, pour toucher plus de parts de marché. Tout à fait, c'est une logique assez implacable en fait. Mais alors si je veux me faire quand même un peu l'avocat du diable, est-ce que quand même l'intention de base de ces gens qui promeuvent cet individualisme pratique et philosophique, ce n'est pas de développer une plus grande personnalité d'une certaine manière, c'est-à-dire que l'individu devrait s'extraire de ces traditions qui l'oppriment, qui l'oppressent, qui l'empêchent de croître et d'être de fiers non-binaires par exemple, de fiers... Est-ce qu'il y a quand même est-ce que vous reconnaissez quand même une vérité, une justesse dans ce combat ou dans ce désir? Je retiens de la bonne volonté peut-être, ou de la naïveté en tout cas, et je retiens une erreur en tout cas de leur part. Qui pensent aller dans le bon sens, ça je veux bien le croire. Je pense qu'ils sont totalement, ils ne sont pas de mauvaise foi. Le problème c'est qu'en fait, ce qu'ils veulent, ils n'y arriveront jamais, puisque on fait sauter tous les déterminismes de l'être humain, mais en fait, on fait sauter tout ce qui le rendait humain, et tout ce qui lui permettait de vivre. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la culture, la famille, c'est des solidarités qui existent et qui nous permettent de vivre et qui nous donnent un cadre nécessaire à notre développement. Maintenant, on a fait sauter tout ça, et on pense que l'individu peut choisir. C'est l'homo eligens, nous dit, je crois, Christopher Lasch ou Zygmunt Bauman, un des deux sociologues, qui nous dit l'homme choisissant. Et l'homme peut choisir sa destinée, peut choisir son sexe, peut choisir autant qu'il veut de faire et de défaire ce qu'il a fait. Le problème, c'est que devant cette multiplicité de choix, on a un homme qui est complètement malheureux, qui est complètement perdu. Nietzsche prend l'image de cet homme qui a voulu la mort de Dieu et maintenant qui est au milieu de l'océan, un peu perdu, dans cette immensité où il est censé être libre. C'est un peu la liberté de la bête sauvage dans la forêt, ça c'est Barès qui nous dit ça dans Les Déracinés. Donc on est peut-être libre, mais on est libre de faire quoi? D'aller vers nulle part, d'aller vers rien qui nous mène vers quelque chose de plus grand. Et en plus ça crée des mécontentements parce que son identité elle change, elle est multiple. Un jour je suis un homme, un jour je suis une femme, un jour je suis autre chose. Et tout ça, c'est Lasch qui l'explique très bien dans ses ouvrages, Christopher Lasch, le sociologue, qui nous dit que l'homme choisissant n'est pas heureux parce qu'en fait il n'a plus aucun cadre et que l'homme a finalement besoin d'un certain cadre pour se développer. Et on peut le voir, hein, c'est tout bête, mais on va sur Netflix, on a le choix d'avoir 200, 300 films, on est incapable de se diriger vers un seul. Donc finalement avoir le choix tout le temps, c'est pas une bonne chose. C'est bien qu'on nous impose des choses, on déteste, l'être humain moderne déteste qu'on lui impose des choses, mais finalement c'est aussi ce qui nous permet d'avancer. Dans la douleur, dans la souffrance parfois, mais cette obligation de faire quelque chose qu'on n'a pas envie peut nous permettre derrière de développer des plus grandes choses. En fait, une fois encore, on en revient toujours à cette idée que la gauche, les idéologies égalitaires et révolutionnaires aboutissent au contraire de ce qu'elles souhaitent. C'est ce que Jules Monroe appelait l'hétérotélie, c'est-à-dire en fait la fin qui diffère de l'intention première. Comme on avait dit tout à l'heure que ces revendications égalitaires aboutissaient concrètement à une inégalité pratique, et bien là en fait cet individualisme, loin de fortifier la personnalité de chacun,
l'étiole. C'est-à-dire qu'en privant l'individu de toutes ces structures, de tous ces cadres, on ne fait pas d'eux des hommes plus forts ou plus développés, on fait d'eux des atomes sans aucune personnalité. C'est exactement ce que décrit Tocqueville dans un de ses textes de la démocratie en Amérique, où il imagine cet État surpuissant au-dessus de ces moutons qui voguent à leurs occupations, mais sans but précis, et il y a le Léviathan étatique qui est au-dessus d'eux pour les protéger, mais finalement qui les contrôle. Ils ont perdu tout libre arbitre. Et enlever tous ces déterminismes à l'individu, c'est en fait le rendre plus sujet ou soumis à un État qui va prendre en main sa vie. Avec un État tout-puissant qui vient régler le moindre détail de nos vies, ce qu'on a le droit de dire, comment on doit vivre nos vies. Et c'est tout le problème moderne avec un État qui s'occupe de tout ce qui ne devrait pas l'occuper. Tout à fait. Et cet individualisme philosophique, il conduit à un conflit de plus en plus grand, comme vous l'expliquez dans votre livre, entre cette volonté subjective et une opposition entre les volontés individuelles et la réalité objective qu'on n'est plus capable d'accepter en vérité. Alors, tout à fait, là, c'est pour revenir sur le subjectivisme total, c'est qu'avant, on avait quand même la réalité, la nature notamment qui s'imposait à nous. Je suis né homme, une femme est née femme. Et pour changer de sexe, par exemple, c'est très marrant parce que ça a commencé à infuser dans le droit aussi. Avant, pour changer de sexe à l'état civil, on était obligé de subir une opération chirurgicale. Ça ne plaisait pas aux défenseurs des droits de l'homme, et donc la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme en 2017, je crois, parce qu'on imposait à l'individu de subir un changement de sexe physique avant de pouvoir réclamer son changement de sexe à l'état civil. Entre-temps, juste avant la condamnation, la France avait changé sa loi de toute façon pour finalement ne pas être condamnée plus que ça. Donc, et maintenant, ce qui se passe, c'est que la réalité n'a plus aucune force prescriptive. Oui, parce que quand on demandait le changement de sexe réel, c'était quand même tacitement une façon de reconnaître la réalité. Exactement. Désormais, votre état, votre esprit vous dit, demain, je décide de m'appeler Camille plutôt que Thibaut, eh bien, je peux aller devant mon officier d'état civil, et faire reconnaître mon changement de sexe. Et le pire, c'est que tout le monde doit l'accepter. C'est-à-dire que, contre l'évidence, contre la réalité scientifique, l'individu fait plier la collectivité qui doit se conformer à cette aberration scientifique, finalement. Oui, oui. Et cela conduit à toutes sortes d'aberrations de ce genre aussi. Je me souviens que, je ne sais pas si c'est passé, mais un homme de plus de 50 ans revendiquait d'être considéré comme s'il avait 10 ans ou 15 ans. C'était un Hollandais qui voulait perdre 20 ans de son âge parce qu'il était discriminé pour notamment obtenir un prêt à la banque. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on fait sauter la réalité scientifique du sexe, pourquoi ne pas faire sauter la réalité scientifique de l'âge? Exactement. Oui. Non, c'est en effet... Bon, c'est quelque chose qui va, à mon avis, produire toutes sortes de contradictions. Personnellement, je ne sais pas à quel point cela pourra durer et s'installer dans le temps. Mais vous donnez une image assez parlante, je trouve, dans votre livre. Vous dites que les dieux de l'époque, ce sont Prothée et Narcisse. Vous pourriez peut-être expliquer cette image Ça nous vient encore des Grecs. Donc Narcisse, c'est cette divinité ou cet homme qui s'est noyé dans sa propre image, dans son propre amour. Et Prothée, c'était cette divinité qui nous a donné le mot protéiforme. C'était une divinité qui apparaissait dans l'océan, qui pouvait une fois être d'une certaine forme, et ensuite en revenant à l'état liquide, et devenir dans une nouvelle forme. Et ça représente assez bien notre époque. Narcisse, c'est l'amour de soi, le nombrilisme, l'infantilisme aussi, puisqu'on est un peu des petits-enfants qui ont droit à, j'ai le droit de, j'ai le droit à. Et vous devez vous plier à ma propre volonté. On n'accepte plus du tout qu'on vit dans une communauté et que cette communauté s'impose à nous d'une certaine manière. Vivre en société, c'est accepter de subir quelques blessures de l'âme et quelques blessures de l'ego pour qu'on puisse vivre ensemble. Maintenant, on ne supporte plus de tout ça. C'était Norbert Elias qui nous disait que le processus de civilisation, c'était d'avoir développé une sorte de surmoi. C'est-à-dire que notre guerre, on l'avait en interne, avec nos propres contradictions, et au moins on ne la mettait pas sur la place publique, ce qui nous permettait tous de vivre finalement en société. On a fait sauter ça, donc on est revenu à un monde totalement infantile, où chacun met sur la place publique ses sentiments, son émotion, ce qui fait que ça devient assez ingérable. Donc ça, c'est très narcissique. Et puis Prothée, je vous l'ai dit, c'est changer d'identité. Un jour je suis femme, un jour je suis homme, on change d'identité comme de chemise. Et ce qui compte en fait, c'est pas pouvoir changer d'identité, c'est surtout de pouvoir revenir sur notre choix.
Je choisis, mais seulement si je sais que ce choix ne sera pas engageant. On a un problème de fidélité, peut-être, du terme d'être fidèle à ses engagements. Tout simplement, très bête, hein, c'est François-Xavier Bellamy qui disait ça dans un de ses ouvrages. Finalement, on se marie seulement parce qu'on a le choix de pouvoir divorcer. Tout à fait. Et en fait, Ebek Bédé nous le dit dans son dernier ouvrage, mariez-vous pour sortir de l'enfer du choix, parce qu'en fait, au moins, vous serez peut-être tenu de faire quelque chose et de vous tenir à votre parole. Et maintenant, c'est fini tout ça. Donc, proté, parce que je choisis un jour et je change d'identité, selon les humeurs du jour, selon la mode de l'instant. Le choix ne doit pas être engageant, en fait. Non, exactement. Donc finalement, on n'est pas vraiment dans une société du choix, on est dans une société du non-choix, on refuse de choisir en permanence. Oui, c'est pour ça que il y a aussi tous ces problèmes, comme vous dites, dans le couple, problème de mariage, un manque d'engagement, comme si les gens avaient besoin d'une assurance vie. Comme ce n'est pas garanti, on veut avoir la possibilité de revenir en arrière. Exactement. Et là aussi, ça en dit assez long sur l'époque. Vous dites que l'individu moderne a tendance à ne plus concevoir le droit que comme ce qui va garantir ses droits, en fait, ses droits individuels. Et là aussi, on a un bouleversement complet par rapport à la notion antique d'équité, les anciennes notions de justice. Le droit, qui surplombait l'individu auparavant, n'a plus de droit, et n'existe plus même. D'où la difficulté à protéger une identité ou une nation, ou une culture, puisqu'en fait on nous dit que l'individu a tous les droits, et que son droit prévaut sur d'aller où bon lui semble à tout moment de sa vie, et donc il a le droit de vous l'opposer. Et même si on a des lois qui ont été votées, finalement, dans les faits d'ailleurs, ça ne fonctionne pas, puisque ce nouveau droit qui n'est peut-être pas écrit existe. Tout à fait, je pense que oui, on a cette imprégnation du droit de l'homme et de l'individu qui fait sauter toutes les institutions. Vont nous interroger à ce sujet en commentaire. J'ai présenté votre livre Athéna à la borne. Et il nous parlait de cet Athéna à la borne, qui est un bas-relief qui a été trouvé sur le Parthénon par les Anglais, et qui nous montre cette déesse de la sagesse et déesse guerrière, qui contemple cette frontière, cette borne, on le voit bien sur le bas-relief, sépare l'un de l'autre. Ici, il y a une frontière invisible entre nous deux, et ce qui fait qu'on existe en fait, parce que s'il n'y avait pas de frontière entre nous deux, nous serions le même. Et c'est tout l'intérêt de cette réflexion sur la limite. Donc nous sommes limités dans nos pensées, nous sommes limités dans nos possibilités, et nous sommes limités dans le fait même que cette limite nous perdise de discriminer, voudrait qu'on soit tous les mêmes. C'est complètement paradoxal, parce qu'on nous parle de différence. Et aussi, c'est une réflexion sur la frontière. La frontière qu'on voudrait faire sauter, les open borders de Soros sont les premières à le faire, cette société ouverte, mais finalement la frontière, elle est nécessaire. Elle permet par exemple d'enterrer la hache de guerre avec un ennemi, puisqu'on a un conflit à couteau tiré avec une personne, et si on arrive à dire que cette partie est chez moi, cette partie est chez toi, et tracer une frontière entre les deux, finalement, c'est la paix qui est possible par cette frontière. Donc il faut réhabiliter cette notion de distinction, de frontière, qui est nécessaire et de toute façon qui s'impose à nous. On essaie de faire sauter toutes les frontières extérieures, notamment en France. On peut rentrer dans notre pays un peu comme dans un moulin. Il n'empêche que toutes ces frontières se recréent à l'intérieur du pays. On met des murs autour de la Tour Eiffel, on met des checkpoints, excusez-moi pour l'anglicisme, dans les marchés de Noël, on ne peut plus passer, des digicodes dans tous les immeubles, il y a de l'évitement résidentiel qui est fait aussi, puisque les gens les plus riches vont vivre dans certains quartiers et pas dans d'autres. Donc ces frontières, elles existent et elles protègent l'individu et la nation, d'où l'intérêt de suivre la sagesse antique d'Athéna, de contempler cette borne et de se rappeler qu'elle est là pour nous protéger. Exactement. Oui, la limite est ce qui permet à l'être d'être, tout simplement, ce qui permet à l'être de se rassembler dans une figure. Exactement, c'est ce que nous dit Maurras d'ailleurs. Oui, la figure n'existe pas sans les traits qui la cernent. Exactement. Je crois que c'est ça la citation. Je vais lire une petite phrase de Heidegger, justement, qui parle d'Athéna. La limite signifie ce par quoi quelque chose est rassemblé dans ce qu'il a de propre pour apparaître par là dans toute sa plénitude. Je pense que ça résume assez bien ce que vous avez dit. D'ailleurs, dans cette valorisation de la limite, il me semble que vous rejoignez assez les considérations à ce sujet de Dominique Vénère dans Le Samouraï d'Occident, qui parlait de la métaphysique de l'illimité. Pour vous aussi, c'est un des
un des grands combats philosophiques à mener d'une certaine manière, c'est le refus de cette métaphysique de l'illimité. Il faut que l'être humain prenne conscience qu'il ne peut pas tout, qu'il est né, je l'ai déjà dit, dans un monde donné qui s'impose à lui, et il peut repousser ses limites, peut-être un peu les dépasser, mais jamais les faire sauter totalement. Déjà c'est complètement impossible, humainement, physiquement, philosophiquement. Et puis ça nous mène à tout ce qu'on a dénoncé tout au long de cet entretien, un individu tout-puissant qui modèle la réalité à sa guise, mais en fait après il va se prendre le vrai mur de la réalité face à lui à un moment ou à un autre, qui va s'imposer à lui, et donc ces limites, il faut les comprendre, et les accepter, et comprendre qu'elles sont protectrices, et non pas que ce ne sont pas les barreaux d'une prison, mais au contraire, ce sont des membranes qui viennent nous protéger de l'extérieur et nous aider à nous développer. Peut-être une dernière question. Vous vous opposez, on en a parlé plusieurs fois dans cet entretien, des droits de l'homme abstraits. C'est vraiment l'abstraction qui est problématique en vérité là derrière. Donc c'est ces droits qui existent indépendamment de toute société. Et vous semblez opposer un droit à l'identité, un droit des peuples à être eux-mêmes. Vous êtes un homme de droit, un juriste. Comment est-ce que concrètement on peut envisager une telle chose? Il faut comprendre, je l'ai dit, donc le droit ne doit pas être appliqué qu'à des individus. On doit comprendre qu'il y a des choses qui doivent être protégées par le droit, notamment la famille, la culture, la nation, la civilisation. Et j'aime bien citer la déclaration des droits des peuples autochtones qui a été adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies quand même. Et j'aime bien la citer parce qu'en fait, elle nous donne la solution. Et ça a été pris dans une convention internationale. Donc le droit de tous les peuples d'être différents. Comprendre que tous les peuples contribuent à la diversité et à la richesse des civilisations et des cultures. Que les peuples autochtones ont le droit à l'autodétermination et qu'ils déterminent librement leur statut politique, assurent librement leur développement économique, social et culturel. Qu'ils ont le droit de ne pas subir d'assimilation forcée ou de destruction de leur culture. Et voilà, ils ont le droit de revivifier, d'utiliser, développer leurs histoires, leurs langues, leurs traditions orales, leur philosophie, leur système d'écriture, leur littérature. C'est magnifique quand on le dit. Bon, en fait, ça a été écrit pour les peuples autochtones. Est-ce que les Français ne sont pas un peuple autochtone également? Je pense que si. Et donc pourquoi ça ne s'appliquerait pas à nous également? Ça, c'est une révolution politico-philosophique qu'il faut opérer pour qu'on arrive à comprendre que nous aussi, nous sommes des autochtones qui devons être défendus. Mais la preuve que le droit suivra, puisque le droit existe déjà, il suffit de dire que maintenant il s'appliquera aussi à nous. Donc le véritable combat n'est pas uniquement juridique, il ne s'agit pas uniquement de promouvoir, de promulguer de nouvelles lois, il s'agit plutôt de faire naître un état d'esprit qui permettrait d'appliquer ce genre de mesures. Carl Schmitt nous disait que le règne du droit n'est autre que le règne de ceux qui édictent la règle de droit. Tout à fait. Donc il faut, même en tant que juriste, il faut se rendre compte qu'on n'est pas grand-chose par rapport à la puissance politique. Quand le politique aura décidé de changer, le droit suivra. Le droit est contingent à la politique. Ça nous embarquerait à nouveau dans tout autre domaine de la discussion, mais effectivement, c'est une des grandes croyances modernes, c'est que le droit se pose de lui-même d'une certaine manière. Alors que, comme le montrait Carl Schmitt, le droit est posé, ou est imposé plutôt par une autorité. Exactement. Par une décision faite par un homme de chair et de sang. Mais très bien, écoutez, Thibaut, merci beaucoup pour la qualité de ces réponses, tout d'abord. Merci beaucoup. Merci encore d'avoir accepté cette invitation. Peut-être une dernière chose, comment est-ce que les spectateurs peuvent suivre vos travaux, s'ils ont été convaincus par... Eh bien, je vous propose de suivre le Cercle Droit et Liberté sur les réseaux sociaux, Telegram, Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook, aussi. Twitter également. Je mettrai les liens en description de la vidéo. En général, tout ce que je publie, les tribunes que je peux publier dans la presse notamment, sont relayées sur ces réseaux. Très bien. Et je mettrai également un lien en description de la vidéo pour vous procurer cet excellent livre, donc Athéna à la borne, discriminer ou disparaître. Un livre, d'ailleurs j'ai oublié de le dire au début de cet entretien, je manque à tous mes devoirs, un livre édité dans les collections de l'Institut Iliade par la Nouvelle Librairie. Merci encore pour cette invitation et je vous dis à très bientôt.